Bonjour à tous. Alors on va reprendre sur d'autres éléments graphiques. Comme je vous l'ai dit, maintenant ça va être un peu une collection plus ou moins grande d'éléments. Alors il y en a un qu'on n'a pas traité qui est qu'on pourrait considérer comme générique et qui est important ici. Pardon. Et dont on a besoin dans presque toutes les applications maintenant, puisqu'on dispose de machines suffisamment puissantes pour supporter ça à des degrés divers, mais au moins de façon minimale. Eh ben, disons, c'est le undo-redo, hein. Puisque si vous avez des applications qui permettent de réaliser des éditions, quelles que soient ces éditions, on aime bien pouvoir revenir en arrière et avoir un support dans l'application directement de ces undo-redo. Il peut y avoir des supports externes, hein, via des outils de versionning si on veut, mais en interne des applications, bien sûr, on peut avoir besoin de ces éléments-là. On obtient un degré de finesse sur les retours arrière ou les retours dans le temps qui est plus grand de cette manière-là. Plus fin, disons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, comme c'est un besoin récurrent dans les interfaces, eh bien, ça a été d'une certaine manière normalisé. En tout cas, vous en avez une implémentation proposée, standardisée dans Swing, pardon. Et surtout, bien sûr, c'est un pattern très connu, hein. C'est un pattern qui utilise différentes choses, mais c'est un pattern que tout le monde utilise dans les applications orientées objets pour réaliser ça. Le truc est assez simple, hein, c'est simplement il faut dans votre application, si vous voulez supporter de façon correcte un undo-redo, il faut simplement réfléchir à quelles sont les actions que l'utilisateur peut réaliser, et parmi celles-ci, quelles sont les actions qu'on peut vouloir rejouer, refaire, et celles qu'on peut vouloir défaire. Et puis, bien sûr, les actions qu'on peut vouloir défaire et refaire. Il y a des opérations qui sont qu'on peut défaire et refaire. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines opérations pour lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, on considère qu'il n'est pas intéressant de revenir en arrière. Et puis, il y en a d'autres une fois qu'on a défaites, par exemple, on ne peut pas refaire. Bon, c'est des choix hein, à opérer. Et puis en plus, il y a ce à quoi il faut réfléchir, c'est aussi jusqu'à quel moment vous voulez revenir en arrière. Évidemment, ça change les choses dans une application d'édition de texte. En général, on veut pouvoir revenir aussi longtemps qu'on veut en arrière. Le aussi longtemps qu'on veut peut être très variable, mais souvent, c'est au minimum jusqu'à la dernière sauvegarde. Toutes les opérations que vous avez faites depuis une certaine sauvegarde de fichier, eh bien vous devez pouvoir les défaire. C'est en général ce qu'on considère de raisonnable. Certains vous autorisent même à revenir encore antérieurement à la dernière sauvegarde. Évidemment, si vous songez à des applications comme des jeux, là, c'est déjà très différent. Certaines, je sais pas, si vous songez à un jeu d'échecs, vous posez la question, est-ce qu'on autorise à revenir intégralement en arrière dans le jeu? Non, parfois on vous autorise juste à revenir sur le dernier coup du jeu d'échecs, ou 10 coups, ou je sais pas quoi, selon le degré de difficulté du jeu que vous voulez laisser apparaître à l'utilisateur. Voilà, donc ça, évidemment, ce qu'on vous offre, c'est simplement le moyen technique de réaliser ça. Comment vous allez le réaliser effectivement et comment vous allez contrôler ça, c'est un peu votre problème. Alors voilà comment ça fonctionne dans Java. Vous avez ces différentes classes qui interviennent. Et les principales sont essentiellement les Undoable Edit. Donc ça représente quoi? C'est une interface qui va vous représenter justement les objets sur lesquels vous voulez faire apparaître dans l'historique des actions qu'on peut refaire ou défaire. Et chaque action, comme vous le voyez, hein, chaque action peut déclarer s'il est possible de la défaire ou de la refaire.
Hein, est-ce qu'elle est inversible ou non, et dans quel sens, etc. Bien sûr, vous avez un pattern ici de composition qui vous dit que vous pouvez fabriquer une composition, une agrégation d'actions à inverser. Hein, toutes les actions élémentaires ne sont pas forcément bonnes à inverser en tant qu'éléments individuels. Hein, si vous songez, je ne sais pas, je dis à tout hasard, hein, il y a d'autres façons de procéder, mais imaginez que vous écriviez une application graphique qui permet de déplacer des objets. Alors, le déplacement de l'objet, je ne sais pas comment vous le manipulez, mais vous pouvez par exemple considérer qu'à chaque fois que l'objet est déplacé, même de façon élémentaire, donc à chaque fois qu'il y a un petit mouvement de la souris, eh bien vous allez enregistrer cet élément. Alors évidemment, vous allez enregistrer tous les éléments de déplacement, et puis en fait, le déplacement final, c'est l'ensemble de tous ces déplacements. Et ce que vous aimeriez bien restaurer, c'est l'état primitif, pas revenir à chaque fois sur tous ces déplacements élémentaires. Bon, vous avez plusieurs façons de régler le problème, hein. Soit vous considérez que le déplacement en tant que tel, c'est simplement un seul déplacement et vous fabriquez qu'un seul objet. Soit vous empilez tous ces déplacements, vous les rangez dans un objet englobant, hein, qui comprend tous ces éléments. Et donc quand vous allez renverser cet élément, l'agrégation de toutes ces actions élémentaires, bah, vous allez renverser toutes les actions élémentaires qui sont contenues dedans. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc ça permet de représenter des actions composées qu'on peut vouloir renverser. Hein, et comme la notation UML vous l'indique, le undo standard pour une édition composée, c'est simplement de faire l'ensemble des undo des éléments contenus dans la composition. Alors vous avez aussi un undo manager. Hein. Donc le undo manager, c'est quoi? Ben, c'est celui qui va gérer, hein, c'est lui qui est responsable, comme il est indiqué ici. Tiens, d'ailleurs, il manque un... Je vais récupérer cette image, mais il manque ici un supérieur pour le stéréotype. C'est le undo manager, c'est en fait la classe qui vous représente la liste, ou je sais pas quoi, ou la... Alors, on l'appelle la liste, comme vous voyez ici, mais souvent vous réfléchissez au undo redo plutôt comme une pile. Mais c'est plus qu'une pile. Hein. Si vous songez simplement au undo, effectivement, vous le voyez ça comme une pile. Mais si vous songez à des opérations de type undo, redo, alors c'est nécessairement une liste. Parce qu'on peut se déplacer certes en arrière. Donc quand on fait une action, on rajoute l'action dans le undo. Mais quand on fait des undo, évidemment, on revient en arrière. On se dit, bon, bah ok, on va oublier les éléments. Mais si on veut revenir en avant en faisant des redo, hein, des rejoués... eh bien, ça devient une liste et plus une pile. Bon, c'est une liste avec une gestion particulière, mais voilà. D'accord? Donc ça, ce sont les deux éléments principaux. Et puis, derrière ça, vous avez des listeners. Vous voulez savoir si des événements se sont produits sur la liste des historiques, enfin, la liste d'historique des actions à jouer, à déjouer et à rejouer. D'accord? Alors, si vous prenez simplement l'interface Undoable Edit ou la classe abstraite qui en découle, hein, vous avez une classe abstraite Abstract Undoable Edit, eh bien vous avez essentiellement deux actions importantes, c'est undo et redo. Donc ça c'est censé annuler une action passée, donc le undoable représente une action que vous venez de faire, et le undo, ça représentera le code qu'il est nécessaire d'exécuter pour revenir en arrière. Redo, bah c'est l'inverse, c'est que si jamais vous êtes revenu en arrière, vous pouvez éventuellement rejouer cette action, donc refaire l'action. Le code qui rétablira l'état après l'action. D'accord? Pour Undo Manager, c'est très simple à manipuler un Undo Manager. Hein. Il suffit simplement d'ajouter des éditions à l'intérieur avec la méthode addEdit. C'est un agrégat, donc il y a une méthode add, pardon, et ce que ça prend en paramètre, c'est évidemment un undoable edit. Donc vous les ajoutez là-dedans. Alors évidemment, quand vous êtes dans un historique de type undo manager, vous pouvez savoir si des actions, s'il est possible de faire des undo ou s'il est possible de faire des redo. Hein. Savoir si vous êtes en début de liste. Donc si vous êtes en début de liste,
ou en fin oui, au fond de pile si vous voulez, c'est qu'il n'y a plus de undo possible. Si vous êtes au sommet de pile ou en fin de liste si vous voulez, eh bien vous voulez aussi savoir s'il y a des options possibles. Ça vous permet notamment de gérer l'état des menus correspondants. Vous savez que dans votre menu, vous avez, si j'en prends un ici, mettons que je prends, est-ce que j'ai un, voilà, j'ai un, pardon. Dans cet outil, j'ai bien sûr dans édition, annuler l'action et rétablir. Hein, ils sont désactivés ici parce que ma liste est vide. Mais si jamais je fais une action et que je modifie un des éléments, je vais pouvoir éventuellement annuler l'action, pas forcément rétablir parce que j'ai rien. Hein. La gestion ici des éléments graphiques, elle correspond exactement. Alors je vais rajouter des choses absurdes. Donc normalement j'ai modifié mon élément. Vous voyez que je peux annuler cette action. Ça ne veut rien dire de rétablir puisque de toute façon je suis en fin. Hein. Mais par contre si je reviens sur... je fais annuler action. Bien sûr là du coup je reviens en fond de pile. Et c'est rétablir qui passe à vrai. Hein. Là, je ne peux pas revenir puisque j'étais déjà dans l'état primitif, le premier état atteignable duquel je suis parti et vers lequel je peux revenir. Et puis j'ai rétablir. Donc pour gérer ça, bien sûr, il faut connaître l'état de l'historique. C'est ça qui est important. Il faut connaître l'état de l'historique et l'état de l'historique, entre autres pour gérer ces menus. Il suffit de tester avec can undo et can redo. Et puis si vous voulez vraiment faire undo ou redo, eh bien il y a la méthode undo et redo. Bien sûr. Donc normalement, avant de faire undo, vous devez tester si le can undo est possible. Bon alors la vraie difficulté en fait dans le undo redo, à part ça, vous voyez bien que c'est pas très difficile à gérer soi-même. Hein. Vous prenez une pile, vous inventez vos interfaces aussi, vous appelez ça refaire, défaire si vous voulez les méthodes. Vous allez réinventer exactement ça. Là, il n'y a pas de vraie difficulté. La vraie difficulté de ce type d'opération, c'est surtout la mise à jour correspondante de l'interface. Hein, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé d'ergonomie dans ce cours, mais bien sûr, je vous ai donné des éléments pour mettre à jour les interfaces. Notamment, je vous ai déjà dit qu'on pouvait rendre inactifs des éléments, donc pas invisibles. Hein. Les éléments, ils sont visibles ou invisibles, certes, mais une fois qu'ils sont visibles, ils peuvent être actifs ou inactifs. Hein. Vous pouvez rendre inactif un bouton à un certain moment, notamment une option de menu, parce que pour l'instant, ça ne sert à rien. Hein. Ce n'est pas la peine de laisser l'élément d'interface sauver le fichier actif s'il n'y a pas de fichier à sauver. Ça n'a aucun sens. Donc méfiez-vous, c'est important de faire ce genre de choses. Si vous rendez un élément actif, l'utilisateur doit penser qu'une action va être réalisée. Si aucune action n'est réalisée, c'est bizarre. Hein. Donc c'est une vraie difficulté de mettre à jour l'interface. C'est plus ça qui est difficile. Hein. La gestion notamment, vous voyez, du rétablir et puis défaire qu'il y avait tout à l'heure dans l'outil. Alors j'ai pris un exemple et puis on va le décomposer, on va voir exactement ce qu'il fait. Undo, redo. C'est pas très mystérieux, mais il y a quelques éléments pour vous montrer comment est-ce qu'on peut éventuellement s'en sortir. Alors on va le compiler. Pas trop ce que j'avais fait, je me souviens plus. Donc évidemment, je commence dans un état normal, c'est-à-dire que je viens de lancer l'application, il n'y a rien, aucune action n'a encore été réalisée. Donc pour l'instant, vous voyez les options annuler et rétablir, elles sont complètement désactivées. Alors je sais pas, j'imagine que je peux rentrer des choses là-dedans. Je sais pas trop, du texte. Est-ce que je peux rentrer du texte ou des nombres? Je sais pas. Ah, il veut que je rentre des entiers, alors on va rentrer des entiers. Hein. Bon, je sais pas, il fait des sommes d'objets, j'en sais trop rien. Je sais pas trop ce qu'il fait. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les différentes... ok. Les différentes opérations que j'ai réalisées,
Donc en gros, si je comprends bien, à chaque fois que je rentre un entier là-bas, en bas, dans la barre en bas, ça me fait la somme là-haut. Donc j'ai rentré des nombres, de telle sorte que la somme fasse 79. Et au fur et à mesure, à chaque fois que j'ai rentré ces éléments, j'ai considéré que c'était une modification, que c'était une action, et je veux pouvoir la renverser, cette action. Donc le dernier nombre que j'ai choisi, vous voyez, c'était 12. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Eh bien, il m'a autorisé, là, par exemple, à renverser l'opération 12. Donc si je fais undo 12, je devrais retomber de 79 à 67. Voilà, j'ai défait l'opération 12, qui était ajouter 12 en fait. Donc je l'ai appelé 12, mais vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que Alors, regardons maintenant dans quel état je suis, puisque j'avais mis différents nombres. Eh bien ici, vous voyez, j'ai deux possibilités. Soit je peux encore défaire le 12, ça voulait dire que j'avais déjà fait un 12 auparavant, l'ajout de 12. Soit maintenant, je peux revenir en avant et refaire le 12 que je viens d'annuler. Donc là, le problème, c'est que c'est un peu ambigu, il faudrait que je fasse des choses plus malines. Je vais rentrer 1, 2, 3, 4. Comme ça, ce sera très clair. Donc je rentre 1, 2, 3, 4. Donc la somme fait bien 10. Mais surtout, si je fais undo 4, je vais évidemment passer de 10 à 6. Donc je reviens à l'état antérieur de ma somme. Et puis j'ai soit la possibilité de revenir en avant, de refaire le 4 que je viens d'annuler. J'avais fait 1, 2, 3, 4. Revenir comme si j'avais fait 1, 2, 3. Donc soit repartir vers le 4 que je viens d'annuler. Soit revenir encore en arrière et revenir antérieurement, c'est-à-dire au 3. Alors l'autre difficulté, bien sûr, c'est que, évidemment, qu'est-ce qui se passe si je suis revenu, vous voyez que maintenant je suis dans l'état où j'ai fait, comme si j'avais fait 1, 2. Alors je ne suis pas tout à fait dans l'état où j'ai fait 1, 2. Je suis dans l'état ici, dans mon composant principal, comme si j'avais fait 1, 2, mais j'ai l'historique maintenant qui est associé. Ça a changé les choses. C'est-à-dire que je peux revenir en avant, je peux continuer à revenir en avant et repartir vers 3 et 4 que j'avais saisis. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais 1, 2, et puis je change. Tout d'un coup, je décide de faire 111. Alors, c'est ça le truc, c'est que si je m'amuse à faire ça, je dois annuler, bien sûr, le 3 et 4 qui avaient été faits. Je suis revenu en arrière parce que je pensais avoir fait une erreur. Donc j'ai fait la saisie de 1, 2, 3, 4. Je décide que 4, c'était une erreur, donc je reviens comme si j'étais là. Donc en fait, le 4, il traîne ici. D'un point de vue logique, je peux le rejouer. Bien sûr, il a disparu de mon composant principal. Je peux revenir en arrière en faisant ça. Et donc j'ai bien ma liste qui est divisée en deux. Les choses sur lesquelles je peux revenir encore et les choses que je peux refaire. Le problème, c'est que si je suis revenu ici, souvent c'est parce qu'on considère que ce qu'on a fait, c'était pas correct. Ça peut être juste pour examiner, auquel cas on peut effectivement faire des redos. Mais si je reviens ici et que je considère que c'est pas correct, je veux repartir vers une autre branche. Je veux oublier le 3 et 4. C'est-à-dire si je me mets à saisir 111, je dois oublier tout ce vieil historique qui était ici et repartir vers un historique modifié. Donc c'est le cas ici. Si je tape 111, normalement, je ne peux plus. Donc effectivement, je peux faire un undo 111, mais évidemment, on disparu complètement. Le 3 et 4. Donc ça, évidemment, cette gestion-là, vous n'avez à la faire, disons, si vous réécrivez vous-même le système de undo-redo, vous n'avez à y songer que si vous avez droit de faire des redos dans vos opérations. Sinon, il n'y a même pas besoin de considérer ce genre de choses. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? On va regarder un petit peu quels sont ces éléments. Vous voyez qu'ils ne sont pas très compliqués d'un point de vue opérationnel. Et on va regarder comment ces différentes classes, interfaces ont pu être implémentées pour réaliser exactement le comportement indiqué ici. Alors, voilà en fait comment ça fonctionne. J'ai implémenté ici donc j'ai étendu la classe Abstract Undouable Edit, mais j'aurais pu directement implémenter l'interface Undouable Edit, c'est pareil. Simplement, je ne sais plus quel est l'avantage à faire ça, peu importe. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici ? Ce que j'ai appelé une Undouable modification, là, c'est
Bah, vous voyez, mon application, elle se contente de pouvoir ajouter des nombres qui ont été saisis. Donc je vais enregistrer ces nombres, c'est aussi bête que ça. Si vous tapez 1, eh bien je vais rajouter, je vais considérer que ma modification c'est 1. Ça va représenter le nombre 1. Donc ça c'est l'attribut valeur ajoutée qui est stocké ici. Et puis il y a quelque chose qu'il va falloir faire, c'est que bien sûr quand je vais vouloir renverser l'opération ou la rejouer, il va bien falloir que je change quelque part le compteur qui a été modifié. Quand j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, il y a bien sûr un compteur entre guillemets, un objet qui faisait l'accumulation de toutes ces valeurs-là, qui me représentait la somme. Donc bien sûr, si je veux déjouer l'ajout d'une valeur, il va bien falloir que je modifie cet objet qui représente la somme. Donc comment est-ce que je m'y suis pris? Bon, c'est un grand classique maintenant, vous avez compris, je me suis créé un objet modèle qui contient évidemment sur lequel je vais me permettre de jouer et sur lequel je vais accumuler les sommes, enfin accumuler les nombres, ou alors évidemment faire l'inverse de cette accumulation. Alors, la première chose, c'est que ajouter un nombre, pour moi je considère que c'est une opération qui est tout le temps, enfin vous pouvez toujours jouer dans les deux sens. Il n'y a pas de contexte qui m'interdirait de pouvoir, si j'ai ajouté un nombre, d'enlever ce nombre-là. Si je l'ai ajouté, c'est que je peux l'enlever. Donc, je considère qu'une opération de ce type-là, elle peut toujours être soit rejouée, soit déjouée. D'accord? Et puis, bien sûr, vous voyez comment ça fonctionne, déjouer l'opération. Si j'avais ajouté une certaine valeur, déjouer cette opération, c'est simplement la soustraire. Donc, j'ajoute en fait son symétrique. Et puis, si je veux rejouer, c'est simplement d'ajouter la valeur dans le modèle. Donc je joue undo et redo, ça me permet simplement de jouer sur le modèle, j'ajoute la valeur ou j'enlève la valeur qui avait été stockée. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué. L'autre opération qui est importante quand même, c'est le get presentation name, que je n'ai pas documenté tout à l'heure dans les slides, je crois, dans le diaporama. C'est ça qui me permet, dans le menu, de faire apparaître, il y avait, je sais pas quoi, undo 12. Ça peut être utile quand même de donner une information à l'utilisateur sur quelle est l'opération qui va être, que vous allez renverser ou que vous allez rejouer. Alors c'est pas toujours facile de donner des informations, mais si c'est possible, faites-le. C'est vrai que c'est pas mal que je sache si c'est 12, c'est l'opération, je sais pas quoi, qui a comme label 12, que je vais déjouer ou rejouer. Donc c'est le presentation name des Zendowable Edit qui permet d'obtenir ça. Il y a un attribut caché qui s'appelle presentation name et que vous pouvez utiliser pour connaître la représentation textuelle de l'opération. Donc souvent c'est pour mettre sur un menu ou sur un bouton bien sûr. Donc ça, c'est pas grave, c'est le label qui va représenter qui sera l'observateur du modèle. On a déjà vu ça, je pense. Je crois que j'ai documenté le MVC, il y a déjà un bout de temps. Donc on peut repasser une couche, mais regardons mon modèle. Mon modèle, c'est simplement l'accumulateur, c'est-à-dire c'est en gros un entier sur lequel il y a une opération possible qui est simplement vous pouvez ajouter une valeur qui est passée en paramètre de la méthode add. Vous avez un modèle, au début il vaut 0, puis vous faites des add, et ça accumule tous les paramètres, tous les entiers passés en paramètres dans cette valeur-là. Vous avez bien sûr une méthode getValue, donc jusque-là rien de bien mystérieux. Mais ce modèle-là, j'ai considéré, j'ai voulu employer un MVC, donc ce que je souhaite, c'est qu'évidemment il y ait des vues graphiques correspondant à cet objet purement métier. Et bien j'ai implémenté la mécanique des observateurs observables de Java. Donc notamment, les modèles sont considérés comme des observables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir leur attacher des vues. Et quand le modèle, donc là on est dans le cadre du modèle actif, quand le modèle change de valeur, eh bien il a une façon générique d'indiquer aux vues que sa valeur a changé, de telle sorte que les vues pourront se mettre à jour si elles considèrent que c'est nécessaire.
Donc la première chose que le modèle doit faire, c'est que bien sûr, il met à jour ses valeurs, donc ok, il change sa propre valeur. Il fait appel à set change, donc qui permet d'indiquer qu'il a effectivement changé d'état. Certains changements d'état ne sont pas significatifs et il n'y a pas de raison d'en notifier les observateurs. Et puis ensuite, vous dites, ok, on va balancer aux observateurs la valeur qui est nécessaire. Alors voilà ce que fait en fait les observateurs. L'observateur que j'ai utilisé ici, c'est un simple label, pardon, il est là. Donc le label, évidemment, comme c'est un observeur, quand vous allez faire un notify observers dans votre modèle, eh bien, si ce label-là a été enregistré en tant qu'observeur pour ce modèle-là, eh bien, sa méthode update sera appelée. Et donc, il recevra des valeurs cachées ici. Donc, il sait de quel observable ça vient. C'est vrai que ce code-là, j'aurais très bien pu l'écrire autrement. Hein. J'aurais très bien pu l'écrire comme, ok, on va récupérer, hein, j'aurais très bien pu faire un set text, reprendre l'observable. Donc l'observable, je vais le caster en quoi? Je sais que c'était un myModel. Et puis j'allais récupérer sa valeur, puisque j'avais une méthode getValue, je crois. C'est au choix. Hein. Soit la valeur, je la récupère depuis le modèle, depuis l'observable. Donc je vais prendre l'observable, je sais que c'est un objet myModel, je vais récupérer la valeur moi-même à la main. Soit alors c'est l'observable qui transmet la valeur adéquate. Donc là, la méthode que j'avais utilisée, c'est que l'observable, lui, il envoyait la valeur que devait afficher l'observeur. Donc en fait, ici, je décodais simplement le paramètre que m'avait envoyé l'observable. Hein, les deux objets doivent communiquer une valeur. Est-ce que c'en est un qui envoie à l'autre, ou est-ce que c'est l'autre qui va chercher dans le premier la valeur dont il a besoin? C'est comme vous voulez. En tout cas, on ne va pas discuter des différents intérêts de ça, des deux choix possibles. Alors maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il faut regarder comment ces choses-là sont associées à l'interface. Alors, bien sûr, il me faut un undo manager. Donc, il me faut un historique. Donc, j'ai simplement étendu la classe undo manager. D'accord? Cette classe undo manager, ici, je l'ai fait comme ça, mais on aurait pu trouver une autre technique peut-être plus générique, mais peu importe. Mais j'ai décidé que dans mon manager, en fait, à mon manager étaient associés deux menus items, ceux qui me permettent justement de déclencher, annuler et rétablir. Je les ai appelés comme ça les deux boutons. Et évidemment, c'est comme ça que vont être gérés les états de ces boutons, puisque l'historique a la connaissance de ces boutons. À chaque fois qu'on va modifier l'historique, on va pouvoir mettre à jour les boutons en conséquence. D'accord? Alors on va les créer enfin ils seront créés de façon externe, mais on va les associer au manager de l'historique de undo-redo au moment de sa création. Et puis on va établir tout ce qui va bien. Donc notamment les actions qui font que quand on va cliquer sur annuler, eh bien on va mettre à jour, on va appeler la méthode undo du manager, et puis quand on va cliquer sur rétablir, on va appeler la méthode redo du manager. Bon, et puis alors simplement, ici, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est que le addEdit, donc la méthode qui permet d'ajouter une action inversible dans le manager, eh bien, elle a été surchargée ici. Alors bien sûr, pour ranger ça dans la structure qui va bien, mais aussi pour appeler automatiquement une méthode à moi de mise à jour que j'ai créée, une méthode que j'ai créée moi, une méthode de mise à jour qui va mettre en correspondance l'état des boutons. S'il n'y a pas de redo possible, eh bien on va désactiver le bouton redo. Et s'il y a et symétriquement pour le undo.
Donc à chaque fois, hein, quand on fait un add edit, quand on fait un add, quand on fait un redo ou quand on fait un undo, pardon, eh bien on va mettre à jour les deux fameux boutons de l'interface. Hein. Donc vous voyez, c'est exactement ça que fait update items. Donc on regarde. Hein. Simplement, si on peut faire un redo, eh bien le bouton rétablir, on va l'activer, sinon non. Et puis, etc. Ok. L'autre chose, c'est que évidemment, alors, c'est une petite, le code qui est ici, on pourrait se demander à quoi il sert. C'est simplement celui qui concerne la modification du texte du bouton. Hein, si je dois annuler, enfin si j'autorise à annuler le 3 que j'avais saisi, c'était écrit, je crois, je sais pas quoi, annuler 3 ou je sais pas quoi. Et si je dois annuler 12, c'est écrit annuler 12. Bah ça se fait ici. C'est-à-dire si effectivement il y a quelque chose à refaire, eh bien on va modifier le texte de ce qui est du bouton qui permet de refaire, le redo, le rétablir, en faisant quoi? Ben, en allant chercher justement le nom de présentation associé à l'opération qui peut être refaite. Et puis, de la même manière, sur le undo, donc le bouton qui permet de défaire une opération, s'il est possible de défaire une opération, on va chercher la dernière opération à défaire, ou la première à défaire, pardon, et on récupère son nom de présentation. Et ça, on s'en sert comme label pour les menus. Et puis l'interface, hein, elle est simplement créée de la manière suivante. Hein. Je crée un modèle, une JFrame, bon alors ça c'est le fameux text field, le label. Donc le label est associé au modèle en tant qu'observeur. Hein, c'est ce qui est ici. Donc à chaque fois que le modèle va être modifié, eh bien le label en sera prévenu. Donc le label il fera son set texte en récupérant la valeur qui lui a été transmise. Et puis ici on a les fameux boutons annuler, rétablir, les boutons génériques, d'accord, qui en sont associés, pardon, à la barre de menu. Et puis on a créé ce fameux manager, hein, en lui associant les deux boutons qui m'intéressent, les deux boutons du menu, le undo et le redo. Et puis bien sûr, il y a des action listeners qui vont bien. Donc il y en a un pour T, je ne sais plus ce qu'il fait celui-ci, on va regarder. Ça doit être TTT, il est où T? C'est le text field. Bon, ça c'est le lister qui va écouter le champ de saisie et qui va transmettre la valeur, qui va convertir la valeur saisie en entier si c'est possible et qui va transmettre cette valeur au modèle. Donc, je crois que j'avais encore pas donné d'exemple de text field, mais c'est rien de bien mystérieux. Normalement, à cette avancée du cours, vous devriez savoir comment ça fonctionne. Donc j'ai une action qui prend simplement le modèle, et puis man, je sais plus ce que c'est, man, c'est quelle classe ça, man, il sort d'où? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Ah, c'est le manager, d'accord? Bon, c'est normal, parce que ce que je vais, c'est, quand je vais saisir une valeur dans ce text field, je veux modifier le modèle, et je veux aussi, bien sûr, que ça modifie l'historique. J'aurais pu associer l'historique au modèle, comme vous voulez. Donc l'action, c'est ce sur quoi j'étais passé tout à l'heure, parce que c'était pas le plus essentiel, hein, mais c'est quelque chose qui joue à la fois avec le modèle et le manager de l'historique. Donc quand vous changez la valeur du text field, alors les text fields ils réagissent exactement comme les boutons, il y a des actions performed. Donc quand vous changez la valeur du text field, cette méthode est appelée. On récupère la valeur qui a été saisie, on essaie de la transformer en entier. Si ce n'est pas possible, bien sûr, on met un message, vous l'avez vu, donc un show message dialogue. J'ai déjà parlé des dialogues, donc voilà, un exemple. Et puis, si on a réussi à le récupérer en tant qu'entier, eh bien, ce qu'on fait immédiatement, c'est qu'on crée un objet représentant cette nouvelle modification qu'on va réaliser. Hein, donc, c'est la modification qui va bien, donc notamment avec cette valeur V. On ajoute ça dans l'historique, et puis on en profite pour modifier le modèle. Donc ça met à jour immédiatement le label, et puis d'ajouter cette édition dans l'historique,
dans l'historique d'annulation, eh bien ça va mettre à jour les boutons du menu. Voilà. Bon, c'est un découpage assez souple qui fonctionne comme vous l'avez vu. C'est une façon de faire. Je ne prétends pas que c'est la meilleure et la plus souple, mais celle-là est quand même relativement souple. J'ai assez